Alors je m'appelle Eric, on est à Lys dans la vallée des Baronnies, à 5 minutes de Bagnères de Bigorre. Donc l'élevage d'alpaga, on est à 20 animaux. Il y a eu donc 6 naissances cette année. Les animaux sont un peu comme les chiens, ont un pédigré, c'est-à-dire qu'ils ont un nom préfixe plus le nom de l'élevage. Et c'est des animaux qui ont une puce électronique et qui sont référencés sur 2 registres. Un registre national qui est l'IFCE, qui est le même registre que les chevaux. Et sur un autre registre qui s'appelle l'ARE, qui est un registre européen. Et donc sur ces registres, on a tout l'arbre généalogique de l'animal, depuis son importation depuis le Pérou. Donc c'est des animaux qui vivent 25 ans, qui vivent principalement en extérieur, qui sont très rustiques. C'est des animaux qui sont très câlins et très proches de l'homme, qui font pas de bruit. Alors là-bas, vous avez la petite qui est née la semaine dernière. Voilà, la toute petite voilà, là-bas. La petite avec le manteau sur le dos. Qui est née quand alors? Qui est née mardi dernier. Ah, la laine, c'est-à-dire qu'on tond les animaux une fois par an. D'ailleurs, c'est une obligation, c'est-à-dire que les animaux ont besoin qu'on les tonde pour qu'ils puissent passer les périodes de grosse chaleur. Parce qu'en fin de compte, c'est les animaux qui transpirent pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, leur toison les rend complètement... la toison est complètement étanche, donc ça leur permet de rester en extérieur toute l'année, même sous la neige, et même sous des trompes d'eau. Parce qu'en fin de compte, la toison étant tellement dense que l'eau va pénétrer sur à peu près 1 cm, alors que la toison fait à peu près 10 cm. Ça fait que la peau est toujours au sec. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, ils ont besoin en été d'avoir un peu d'endroits frais où ils peuvent justement récupérer un peu de la fraîcheur. Et donc la fraîcheur et tout ça, ils la récupèrent par le ventre et les pattes. Donc quand ils se couchent avec les pattes comme le chameau, ils se couchent avec les pattes rentrées vers l'intérieur. Ça fait quand ils sont couchés, ils ont la toison qui recouvre entièrement et ils sont complètement protégés. Donc l'hiver, ils vont aller chercher la chaleur du sol par rapport pour se réchauffer. Et l'été, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher dans un endroit ombragé un peu humide pour récupérer la fraîcheur du sol pour pouvoir tenir contre les chaleurs. Mais ils sont quand même sensibles à la chaleur, c'est pour ça qu'il faut absolument les tondre. D'ailleurs, c'est même considéré comme maltraitance animale si les animaux ne sont pas tondus au moins une fois par an. Là, c'est-à-dire quand vous les tondez, tout ça, vous en faites quoi alors? Donc, en fin de compte, une fois par an, donc, on a un tondeur professionnel qui vient parce que c'est très spécifique. C'est-à-dire que c'est les animaux qu'on est obligé d'entraver et de bloquer au niveau de la tête pour pas qu'ils bougent au moment de la tonte. Et donc c'est un tondeur qui est spécifique pour ces animaux. Et donc il fait en même temps les différents soins que l'animal a besoin. C'est-à-dire que par exemple leur couper les ongles, leur vérifier les dents. Parce que c'est des animaux qui sont un peu comme les rongeurs, c'est-à-dire qu'ils ont des incisives en partie basse et ils ont une gencive en partie haute, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des dents en haut et en bas. Et donc en fin de compte, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont les lèvres amovibles comme un lapin. C'est-à-dire qu'ils ont les lèvres donc ils attrapent l'herbe avec les lèvres et ils viennent placer l'herbe entre les dents et la gencive pour les couper. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de vérifier toujours les dents, qu'elles soient bien alignées. Et s'il y a besoin, par exemple s'ils se cassent une dent ou quoi que ce soit, on passe un coup de fraise pour rectifier les dents. C'est indolore, c'est-à-dire qu'ils ont aucune sensibilité au niveau des dents, donc on peut leur faire sans danger. Et la seule chose, c'est le bruit surtout qui va les perturber. Ouais, d'accord. Et donc après, une fois que la tonte est faite, nous les toisons, on les prépare, c'est-à-dire qu'on va en fin de compte, on va enlever tous les déchets végétaux qu'il y a dans la toison, parce que la toison on la récupère en un seul morceau.
et on travaille toison par toison. C'est-à-dire qu'après on envoie les toisons dans une filature artisanale. Moi je travaille avec une filature qui se trouve du côté de Marmande. Et là la personne travaille les toisons à l'unité. Ouais. Ah, d'accord. C'est-à-dire que chaque toison, quand on récupère le fil, on sait de quel animal vient le fil. Ah, d'accord. Donc c'est intéressant parce on arrive à suivre donc la production du fil. Et donc une fois qu'on récupère le fil en bobine, nous on les revend après en pelote à la demande au poids pour les gens qui veulent tricoter. Et on fait aussi de temps en temps des petites pièces pour présenter aux gens comme des bonnets, des écharpes ou des mitaines, des choses comme ça, des petites pièces. Après les grosses pièces on évite parce que déjà il faut une quantité de laine un peu plus importante. Et après, ça commence à devenir quand même assez onéreux au niveau tarif. Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait pas, par exemple, si on vendait un pull complet, nous en coût de revient, ça serait trop cher, on n'arriverait pas à le vendre. D'accord. Et sinon, comment vous est venue l'idée, les alpagas alors? Eh ben, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un projet quand on s'est installé ici dans les Pyrénées, parce qu'on vient de Bordeaux. Ça fait 6 ans qu'on est installé ici, c'est-à-dire que mon fils voulait s'installer en permaculture pour faire de la culture naturelle. Et moi j'ai trouvé que avoir un élevage un peu atypique par rapport à ces cultures, donc je m'étais renseigné et en fin de compte, il y a 6 ans, il n'y avait pas d'alpaga dans les Pyrénées. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élevages qui sont en plaine, alors que c'est un animal de montagne. Et donc comme je me suis renseigné qu'il n'y avait pas d'élevage, donc j'ai dit on va se lancer. Donc j'ai commencé avec trois animaux. Trois animaux, et là j'en suis maintenant, on tourne en moyenne à une vingtaine. Là j'ai eu 6 naissances cette année. C'est un peu exceptionnel parce qu'on tourne à peu près entre 2 et 4 naissances. On essaye de pas trop se développer non plus parce qu'après ça devient un peu compliqué au niveau de la gestion. Parce que c'est des animaux qui demandent quand même pas mal d'attention. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont un peu comme les chevaux qu'on manipule au licol. C'est-à-dire donc il faut les dresser pour pouvoir leur mettre le licol, pour pouvoir leur faire les soins. Principalement. C'est-à-dire que comme les chevaux, on peut les promener à la longe. Et les premiers que vous avez eus, ils viennent d'où alors? Ils venaient d'un élevage du Gers, où j'ai fait ma formation. Parce que c'est quand même des animaux qu'il faut bien connaître. Et d'ailleurs, moi je préconise toujours une formation quand des gens viennent en acheter. C'est-à-dire que maintenant, c'est les animaux qui sont classés comme animal de compagnie. Et donc, on a beaucoup de demandes de particuliers qui veulent avoir des alpagas comme animaux d'agrément et qui en prennent 2 ou 3 pour mettre chez eux. Parce qu'en fin de compte, un alpaga a besoin à peu près 1000 mètres carrés pour vivre. Donc quand les personnes ont 4000, 5000 mètres carrés de terrain, ils peuvent avoir 2-3 alpagas. Et comme c'est des animaux qui sont très, très affectueux. Alors donc les femelles et les mâles sont séparés parce qu'en fin de compte, la femelle n'a pas de chaleur. Et donc elles peuvent être prises à n'importe quel moment de l'année. En fin de compte, c'est le mâle au moment de la saillie qui va déclencher les chaleurs. Donc la saillie chez un alpaga dure un peu plus d'une demi-heure. Et donc en fin de compte, c'est le mâle qui déclenche l'ovulation au moment de la saillie. C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Et donc on est obligé de séparer les mâles des femelles pour éviter justement que les mâles soient toujours à demander à la femelle. Déjà pour éviter ce phénomène-là, et puis en même temps c'est pour pouvoir contrôler les saillies. Parce qu'en fin de compte, la gestation chez un alpaga c'est de 12 mois. Donc on essaye souvent de programmer les naissances pour que ça se passe à la meilleure période de l'année, c'est-à-dire qu'en été,
Ouais. Ah d'accord, c'est la meilleure période de l'année alors. Oui, Ah, pour les naissances, oui, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Puis sinon après au niveau de la gestion, c'est quand même un peu plus compliqué par rapport au froid. Alors vous disiez, pardon? Oui, donc c'est des ruminants, c'est-à-dire qu'ils ont trois estomacs. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont brouter sans arrêt pendant pratiquement, on va dire, 1 heure. Et donc après, tout ce qu'ils ont mangé, ils le stockent dans leur premier estomac. Et après, ils vont se mettre au repos. Et là, ils vont se coucher et puis ils vont ruminer. Donc ils vont faire remonter les différents l'herbe qu'ils ont avalé. Et donc ils vont ruminer pendant plusieurs heures et puis et c'est comme ça qu'ils digèrent après. D'accord. Après ils mangent alors quoi ils mangent Donc, que quelques heures dans la journée ou Ils comment? ont principalement ils ont principalement de l'herbe pour brouter. Et après on leur donne du foin pour avoir un aliment sec en complément. Et on leur donne un complément alimentaire qui est un peu le même aliment que les chevaux, c'est-à-dire que c'est du muesli avec un mélange de maïs floconné, avec de l'orge, du blé, un peu d'avoine, pas trop, et un peu de luzerne. C'est un complément pour leur apporter un peu de vitamines et qu'ils ne trouvent pas dans l'herbe. Donc les alpagas, c'est des animaux de proie, donc qui ont des prédateurs. Donc systématiquement, quand ils vont se mettre au repos, ils vont se positionner en groupe, en arc de cercle, justement pour que chacun puisse avoir un secteur de surveillance. Et quand il y a un danger qui vient approcher, vous avez l'animal qui va pousser un cri d'alerte, qui est un cri très, très strident, qui est un peu, on dirait presque un cri de rapace. C'est-à-dire que c'est un cri très, très aigu et ondulé. Et à ce moment-là, quand un du groupe pousse ce cri-là, tout le groupe vient se blottir contre celui qui pose l'alerte. Et là, ils vont tous s'orienter vers l'endroit où se trouve le danger. Ils peuvent se protéger plus facilement, se défendre. En étant plusieurs, ils peuvent se défendre plus facilement, suivant l'animal qu'ils ont en face d'eux.